Bienvenue sur Studio Perspective. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à regarder notre contenu et nous vous en remercions. Studio Perspective fait sa rentrée. De nouveaux programmes s'ajoutent à notre catalogue afin de toujours mieux vous informer, vous divertir et vous inspirer. De nous à vous, bonne rentrée et surtout, bon visionnage. Bonsoir à tous, bienvenue sur 26 minutes pour convaincre. Ce soir, nous sommes avec Monsieur Jean-Pierre Lingumba Lukinda, candidat aux législatives dans le 3e arrondissement de Libreville et plus précisément le 2e siège pour le PGCI. Monsieur Lingumba Lukinda, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Déjà, bienvenue chez nous. Et tout de suite, j'ai envie de vous poser la question de savoir, qui êtes-vous, Monsieur Lingumba Lukinda? Qui êtes-vous? Pour les populations du 3e arrondissement qui vous regardent, qui êtes-vous? Je suis le docteur Jean-Pierre Limbumba Lokinda, médecin fondateur du centre d'urgence médico-chirurgicale Clotilde Okinda, à Glace. Merci. Et je souris parce que tout de suite, lorsque j'ai vu les mouvements Lokida, je me suis dit, bah, en fait, mais je connais, c'est normal, moi, il est médecin. Il est médecin et je n'ai pas fait attention au DR avant. Déjà, bienvenue chez nous encore. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir parce qu'on voit la clinique, mais on ne voit pas nécessairement la personne derrière. Justement, pourquoi vous engagez en politique? Pourquoi maintenant? Merci, comme vous le dites, ça fait 20 ans que je suis médecin. Ça fait 20 ans que je soigne mon prochain. Ça fait donc 20 ans que j'ai l'occasion de côtoyer des malades. Et ça fait 20 ans que j'ai pu observer que la maladie physique n'est pas seulement que physique, elle est aussi socio-économique. Et donc, je peux dire que j'ai touché de près la misère et l'état de notre société parce que je rencontre une variété de patients qui viennent de tous les niveaux socio-économiques. Et c'est cela qui m'amène à la politique, à savoir, je ne pouvais pas me contenter de soigner les maux physiques. Notre société est malade, notre pays est en souffrance, et j'essaye de contribuer aussi à sa guérison. Merci beaucoup. Justement, vous êtes du PGCI. Euh, c'est la toute première élection ou vous l'avez déjà expérimenté avant? Alors, j'ai déjà eu à participer à quelques élections, toujours pour les législatives, euh, ces dernières années. Hmm. Mais, mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, vous sentez que c'est la bonne, que c'est le bon moment, que qu'est-ce qui, selon vous, diffère des précédentes tentatives aujourd'hui? Une réalité qui nous a tous touchés. Le 30 août 2023, il y a eu ce que nous appelons tous maintenant le coup de la libération. On peut dire que la donne politique a changé à bien des égards. Il y a un renouveau qui nécessite ces nouvelles élections qui vont avoir lieu afin que nous entamions avec le CTRI par l'émergence de nouvelles institutions. Et maintenant, j'ai envie de dire, euh, vous êtes un médecin reconnu, connu, et j'ai envie de dire, c'est quoi votre vision pour les électeurs du 3e arrondissement? C'est quoi votre vision? Qu'est-ce que vous avez prévu pour eux? Pour changer, souvent, vous dites que vous êtes habitué à soigner les corps. Et maintenant, là, vous passez soigner les esprits, le pays est malade, etc., etc. C'est quoi l'ordonnance? Qu'un bon médecin presse parce qu'il est tout à fait. Je me présente pour le parti, le PGCI, Parti gabonais du Centre indépendant. Donc bien sûr, j'ai une vision personnelle, mais j'ai aussi un programme qui est rattaché à ce parti. Ce parti, en fait, son logo, c'est un coq. D'accord, comme vous le savez, et c'est très symbolique. Mais avant tout, nous avons 3 valeurs: solidarité, transparence et progrès. Et j'attache une grande importance à ces valeurs qui, pour moi, sont le message essentiel. Solidarité, l'empathie envers son prochain, la solidarité des communautés, de la société, ça va sans dire. Transparence, c'est
la liberté et dire la vérité, hein, l'absence de corruption. Il faut clairement dire où nous en sommes, clairement toujours dire la situation politique actuelle. Ça, c'est l'un des leitmotifs de notre parti. Et enfin, progrès, c'est une évolution vers l'avant. C'est l'amélioration continue, aussi bien de la politique que de la société. Je respecte ces 3 valeurs et c'est pourquoi je suis conscient que notre société, comme vous nous le rappelez, est malade et s'il y a des solutions à apporter, que ce soit sur le plan de vue social, économique, à savoir nous avons un problème de chômage qui est maintenant endémique, nous avons bien sûr le problème de l'insécurité, nous avons bien sûr le problème des quartiers sous-intégrés où l'accès à l'eau potable n'est pas garanti, avec tout le problème d'électricité que nous reconnaissons. Tout ça, c'est des mots qui minent notre société. Il y a des réponses qui existent, les mots sont connus depuis des années. Toute la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi il n'y a pas de solution. J'attache une importance parce que la solution, elle est avant tout de la volonté politique de bien faire les choses, de la volonté politique de s'occuper de son pays, l'amour de sa patrie. Il faut la mettre véritablement au service de notre politique. À ce moment, que ce soit des problèmes de corruption, que ce soit des problèmes d'entraide sociale, les questions ne se posent pas. Nous devons tous œuvrer en tant qu'hommes politiques pour que se réalise l'ère de prospérité que nous attendons tous et que promet l'avènement de la Ve République. Maintenant, le PGCI existe depuis 1990. Aujourd'hui, en 2025, quasiment 35 ans. C'est quoi le PGCI? Quelle est la vision? Excusez-moi de revenir là-dessus. Quelle est la vision du PGCI? Et si vous êtes élu demain, le 25 et le 27 septembre, autant pour moi, invité au Palais des Rombains, quelle sera votre mesure phare en tant que député, 3e arrondissement et plus précisément du 2e siège? Quelle sera la mesure phare que vous allez porter à l'Assemblée? Bon, comme vous le savez, je ne vais pas certainement vous le redire, vous le savez ça, autant que moi, à savoir que le député est là pour l'étude, pour l'observation des lois et s'assurer qu'elles soient respectées et appliquées. Le Gabon est un pays où nous avons énormément de lois, hein, mais malheureusement, ce qui pêche, c'est parfois ces lois ne sont pas appliquées de façon correcte ou sont volontairement occultées. Moi, même mesure phare, ce serait évidemment choisir, retrouver ces lois qui sont censées répondre aux maux de notre société et trouver et savoir pourquoi elles ne répondent pas à tous les différents maux que nous rencontrons. Le chômage, le problème des jeunes filles, mères, hein, le problème des quartiers sous-intégrés. Ces réponses existent, il faut savoir les mettre en avant, les exhumer et comprendre pourquoi elles ne sont pas appliquées, pourquoi ça ne fonctionne pas pour développer notre pays. Ça, c'est avant tout le premier rôle du député. Maintenant, pour ce qui est des actions concrètes, comme tout parti, nous présentons aussi des listes municipales. Et l'exécutif, c'est la mairie. L'exécutif, sera décidé lors des élections locales et municipales. À ce moment, bien sûr, le PGCI a tout un programme qui mettra en œuvre à travers ses élus locaux. Hein. Et ce programme, ça va du social, en passant par l'économie, hein, en passant par tout ce qui a trait de développement, la création d'entreprises, la création de centres de formation technique qui existent, mais qui sont malheureusement peu fréquentés par les Gabonais. Il faut savoir comprendre la raison de cela. Parce qu'actuellement, il y a la recherche, en fait, que les jeunes Gabonais soient poussés vers des secteurs dits informels qui sont occupés par les étrangers. Mais la question pourquoi les jeunes Gabonais n'ont pas été orientés là-dedans, c'était peut-être une politique. Chaque Gabonais rêvait d'être dans un bureau. L'exemple de la réussite était un exemple politique. L'exemple de la réussite, c'était administratif. Mais ce n'est pas ça qui développe véritablement un pays. C'est les métiers techniques. Donc, le chef de l'État, évidemment, fait la promotion de ces métiers-là. Donc, il sera nécessaire, évidemment, de faire tout en œuvre que les Gabonais aient un accès à ces écoles, hein, et de s'assurer qu'à la fin des formations nécessaires, puissent
intégrer le tissu économique. Oh. Mais maintenant, moi, je vais profiter du fait que vous soyez médecin, hein. Oui, vous savez, je crois, vous le savez, non, vous le savez, depuis certaines années, de nombreux jeunes sont victimes d'accidents d'AVC. Et, et vous, en tant que futur député du, euh, du 3e arrondissement, euh, est-ce que vous ne pensez pas que l'on devrait monter une politique nationale de prévention autour des AVC? Parce qu'on a moi particulièrement sur le plan personnel, j'étais affecté du décès d'un ami qui avait à peine 33 ans et qui était victime d'un AVC. Écoutez, ça, c'est bon, c'est une bonne question. L'AVC dû à quoi? C'est souvent dû à une poussée hypertensive. La poussée hypertensive, l'un des grands facteurs, c'est le stress émotionnel, c'est le surmenage. Tout ça, ça tient aux maux de notre société. Votre ami, vous rentrez chez vous, vous arrivez, vous n'avez pas de quoi nourrir vos enfants. Hein. Au travail, vous avez des difficultés, peut-être une épée de Damoclès, parce que l'entreprise peut faire faillite à tout moment, dans les conditions que nous actuelles. Tout ça génère énormément de stress. Et ensuite, on peut le dire aussi, c'est le mode d'alimentation que nous avons maintenant au Gabon, qui ne correspond pas à celui qu'avaient nos parents, qui mangeaient sainement, qui mangeaient bio. Tout ça, c'est ce qu'on appelle en fait des facteurs de risque cardiovasculaire. Vous comprenez à ce moment que si nous résolvons une partie des maux de la société, la santé, hein, il y aurait une amélioration significative des chiffres. Et nous l'espérons, moins de personnes de plus en plus jeunes seront atteintes, hein, nous ferons des AVC, développeront des accidents cardiovasculaires. Justement, là, j'ai envie de vous donner 5 à 3 minutes. Vous avez en face de vous, face à cette caméra, les populations du 3e arrondissement et du 2e siège. Et j'ai envie de dire des populations du Gabon de façon générale. Si vous deviez discuter avec eux, les convaincre, le plateau vous est offert. Merci. Ça fait des années, les populations sont un peu lasses de toutes ces élections. Cela fait des années qu'ils voient des hommes politiques venir devant eux et faire moult promesses afin d'être élus. Mais le retour qui se fait quand vous êtes sur le terrain, hein, c'est qu'il n'y a jamais de... les hommes politiques ne reviennent pas vers eux. Une fois élus, pour 5 ans, ils s'en vont dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, d'autres dans leur mairie, et ils ne reviennent pas vers les populations. Le rôle d'un député, avant tout, il est élu par des électeurs d'une circonscription, c'est de pouvoir expliquer les lois qui sont votées et quelles sont ces lois, en quoi sont-elles intéressantes pour les populations. Une fois qu'il a siégé, un député se doit de revenir auprès de ces populations et d'expliquer clairement les tenants et les aboutissants de ces lois et quel est l'intérêt bénéfique ou négatif que pourraient avoir ces lois sur ces populations. Je me présente pour être ce type d'élu qui n'a pas peur de venir auprès de ces populations et de revenir à chaque session, expliquer clairement les enjeux de la politique qui est mise en œuvre. Ce sera là le rôle principal. Il existe quand même un deuxième rôle, qui est un rôle du député de soutenir la population qu'il a élue. Et pour cela, je me propose de mettre en action les fonds de souveraineté qui sont normalement destinés aux députés une fois qu'ils rentrent dans sa circonscription électorale, doit pouvoir entreprendre des actions concrètes, aussi modestes soient-elles, pour aider ses électeurs. Et ce fonds de souveraineté, je la mettrai à la disposition des populations, dans son entièreté, afin que soient réalisés des projets, des petits micro-projets, d'aider des personnes ayant subi des dommages dus aux tempêtes, aux inondations. Tout ça, hein, c'est mes électeurs qui décideront à quoi seront alloués ces fonds. Parce que c'est à ça qu'elles doivent servir et c'est ma façon d'envisager mon mandat de député pour les 5 années à venir. Merci, M. Lengouma Lokila. J'ai envie de dire, je vais profiter du fait que vous soyez médecin. Désolé. C'est normal, c'est Voilà, on n'est pas souvent face au médecin, hors hôpital, bien sûr. J'ai envie de dire, un constat personnel, depuis plus de 5 ans, il y a une grippe persistante dans le Gabon. Je ne sais pas si mon constat il est vrai ou pas,
si vous percevez la même chose en tant que praticien. Et j'ai l'impression que l'on manque d'informations, de statistiques sur tout ce qu'il y a comme maladie. J'utilise peut-être pas les bons mots, hein. N'hésitez pas à me corriger. D'épidémies et autres. On n'a aucune information là-dessus. Est-ce que cela peut être inscrit sur une loi, obliger, j'ai envie de dire, l'État à, à, à diffuser de façon régulière les chiffres véritables de tout ce qu'il y a comme grippe? Parce que plus souvent, je me retrouve à l'hôpital avec mes enfants et je me dis, mon fils, il est sûr à avoir la grippe. J'arrive chez le pédiatre, je me retrouve avec une cinquantaine d'enfants qui souffrent de grippe en même temps. Et on n'a pas assez d'informations en termes de prévention pour prévenir la grippe, que ce soit la grippe. J'ai même envie de dire, oui, je mets limite à la grippe pour commencer. Et est-ce que c'est possible que nous puissions tuer l'opacité autour de ces informations qui devraient être connues de tous? Bon, c'est malheureusement une réalité ce que vous dites, à savoir le manque d'information, le manque de transparence et le manque de clarté, voilà, dans toutes les statistiques, tous ces événements socio-économiques qui ont lieu au Gabon. Il faut savoir qu'il existe en fait les outils, hein, pour établir ces statistiques. Mais quand vous vous rendez dans les différents centres, les différentes directions qui doivent euh, réaliser des enquêtes, hein, pour livrer ces statistiques, on fait face malheureusement souvent à un manque de financement, hein. Donc il y a une carence claire, manifeste au niveau de l'exécutif pour promouvoir et assurer que ces institutions chargées de nous fournir tous ces éléments soient clairement efficientes. Et j'en veux pour preuve, quand vous recherchez des statistiques, que ce soit sur les mairies ou sur autre chose, sur Internet, on vous dit la dernière enquête épidémiologique date de 2013. Il n'y a pas de plus récente. Maintenant, quand vous vous approchez des centres censés faire ces enquêtes, c'est souvent vous faites face à un manque de moyens, à un manque de ressources, tant financières qu'humaines. Et ça, c'est encore clairement la volonté politique de le réaliser qui manque. Enfin, qui manquait. Parce que nous espérons que, avec la certaine République, un n'est pas le panaché, mais que beaucoup de choses iront dans le bon sens. Et justement, c'est le même cas avec les AVC. Et on constate dans nos familles respectives qu'il y a énormément de cas d'AVC de moins de 40 ans, mais il n'y a pas de campagne médiatique autour de ces différents AVC afin de pousser les populations à adopter un comportement plus responsable en termes de gestion de stress, en termes d'alimentation. Hein. Mais on sait, la presse a un rôle très important. C'est pas pour rien qu'on vous appelle le troisième pouvoir. Vous avez toute liberté, hein, plutôt que on ne soit abreuvé de séries de telenovelas qui sont de très bonnes séries, mais qui ne parlent pas de la réalité socio-économique de notre pays. Vous avez un rôle important à jouer là-dessus, à savoir montrer la réalité sur le terrain, hein, sans l'occulter, hein, le vrai telle qu'elle est. Et effectivement, si ces cas nous touchent particulièrement, hein, la survenue d'AVC de plus en plus jeunes, il y a des documentaires, des émissions qui doivent être faites. C'est votre rôle, avant tout, en fait, de tirer la sonnette d'alarme et d'informer l'opinion publique sur cette réalité. Je pense que si les médias font leur travail, forcément, le politique sera obligé de suivre. Un peuple informé est un peuple qui veut de l'action et qui poussera forcément le politique à agir, qui poussera le député à comprendre ce qui se passe et à poser les bonnes questions à l'exécutif. Bon. On va rester dans ce peut-être. L'hôpital gratuit. L'hôpital gratuit, là, c'est vraiment votre œil d'expert. Euh, on connaît tous la CNAMGS. On a eu vent de pas mal de dysfonctionnements autour de la CNAMGS. Et j'ai envie de dire, est-ce que l'hôpital, la gratuité de la prise en charge est possible au Gabon? L'hôpital gratuit, c'est un rêve que caresse, hein, de tous les habitants d'un pays qui se doit. C'est une réalité dans certains pays, hein, du Moyen-Orient qui sont aussi riches, dont le Gabon est potentiellement aussi riche comparé à cela. C'était une réalité dans la Libye d'Ido Bopoa, hein, et
C'est une réalité dans beaucoup de pays du Golfe, Qatar, ouais. hein, le Qatar, etc. Le Gabon, nous ne sommes que 2 millions et quelques d'habitants, riches de toutes ces ressources. C'est une réalité qui pourrait se réaliser. Encore une fois, je vous dirais, certainement, il y a un problème de volonté politique derrière. Mais ceci, comme vous l'avez souligné tantôt, la CLAMGS, qui est un outil formidable que énormément de pays de la sous-région nous envient, hein, malheureusement fait face à des problèmes de gestion, à des problèmes de détournement. C'est une réalité aussi, surtout ces dernières années. Espérons que le changement qui s'opère mettra les bons hommes à la place et que nous aurons des directeurs qui choisiront de servir le pays plutôt que de se servir. Il y a un changement derrière, il y a un paradigme qui doit changer dans la façon de gérer la chose publique. Si ce paradigme se fait, l'hôpital gratuit peut devenir une réalité parce que le Gabon en a les moyens. Et bon, c'est vrai qu'on a encore 5 minutes. On dit le plus souvent que les candidatures se déclarent à la veille des élections. Que les hommes politiques se déclarent sont les plus courtisans à la veille d'un scrutin électoral. Après le scrutin électoral, plus personne à leur disant. Aujourd'hui, si les populations sont en 3e arrondissement, encore que vous, votre cas assez particulier, parce qu'on sait surtout votre clinique. Oui. On sait un peu, mais Je n'ai jamais rien géré, je n'ai à ma blanche. exactement. Donc, on se dit aujourd'hui, si vous êtes élu député du 3e arrondissement, 2e siège du 3e arrondissement, allez-vous disparaître, monsieur Ibouba Lokina? Allez-vous disparaître ou vous serez toujours visible, vous serez toujours disponible pour vos électeurs? Vous savez, j'exerçais la médecine, je travaillais en France. J'ai choisi, il y a 20 ans, de revenir au Gabon pour servir mon pays et pour soigner le Gabonais. J'ai investi dans cette clinique. Je ne peux pas disparaître et tout laisser tomber pour repartir de zéro quelque part. Je suis là et je resterai là. Comme je vous le disais, 20 ans d'exercice de la médecine, j'ai choisi de voir s'il y a une autre alternative pour servir mon pays. Et malheureusement, la question m'est souvent posée. Vous êtes un grand médecin, pourquoi risquer de changer de métier pour faire de la politique? Ma réponse est très simple. Si les bonnes personnes, parce qu'on dit que je suis une bonne personne, ne se lancent pas dans la politique, alors qui va faire la politique? C'est les mauvaises personnes. Mais malheureusement, ces mauvaises personnes sont celles qui nous gouvernent, sont celles qui prennent les décisions qui vont impacter directement le système médical. À un moment donné, le choix s'impose de lui-même. Vous êtes une bonne personne, il faut aller de l'avant et savoir, comme on dit, franchir le Rubicon, hein, afin d'inciter les gens à prendre la bonne décision. Oui, monsieur Higuita, non, je vais plutôt dire docteur. Vraiment, ça, c'est une question de passionné. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la médecine? Déjà, vous avez expliqué pourquoi vous lancez en politique, on l'a compris, c'est assez clair. Et qu'est-ce qui vous a influencé dans la médecine? Je voudrais prendre le plus simple, c'est la médecine, c'est un sacerdoce. C'est se mettre au service des autres par définition. C'est des sacrifices. Je dirais, l'homme n'est bon, mais c'est tout naturel. Ouais, j'ai toujours voulu aider mon prochain. C'est tout naturel que j'ai pris ce métier. En fait, je dirais, il m'a choisi. J'ai eu de la chance que ça a marché, que j'avais fait des bonnes études. J'étais quelqu'un de studieux et ça a marché. Et je pense qu'en ce moment, si vous êtes croyant, vous dites rien ici-bas ne se fait sans l'aide du CDR. Il m'a permis de réussir à tous mes examens et de devenir le médecin que je suis. J'espère aussi qu'avec l'aide du Seigneur, je deviendrai le bon homme politique qu'il faut pour Gabon. Mais moi, j'ai des amis médecins et j'ai remarqué qu'ils ont une relation assez ambiguë avec l'aide suprême, avec Dieu. Et vous, vous avez une facilité à parler de Dieu. Mais des amis médecins que j'ai, ils donnent l'impression que Dieu est une image de l'esprit, pas quelque chose de... Oui. Non, vous savez, la religion, c'est une affaire de croyance personnelle. Je dirais même quelqu'un qui est athée, hein,
ils croient en quelque chose. Quand vous dites je crois en la patrie, je crois au drapeau gabonais, vous croyez en quelque chose. Donc, d'une certaine façon, même un athée est religieux. La religion, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous. C'est quelque chose auquel vous devez, chacun est libre de se raccrocher ou pas. Et nous sommes tous des religieux. Simplement, c'est l'exemple, en fait, que nous mettons en avant qui est différent. Il y en a qui vont croire au vent, d'autres vont croire au soleil, d'autres vont croire au Dieu, et d'autres croiront en la patrie. Tous les militaires sont prêts à mourir pour leur patrie. C'est une forme de croyance. Hein. Moi, c'est le Seigneur. Et je suis issu d'une famille religieuse. Monseigneur Jérôme Okinga, mon défunt père, il nous a élevés dans la foi catholique. Justement, monsieur Lenguma Lukila, nous avons, on va dire, 40 ou 45 secondes. Oui. Et je vais vraiment vous laisser le micro. Tribune libre de nouveau. L'échange se fait sur le plateau, mais il se fait aussi avec des personnes qu'on ne voit pas nécessairement avec qui sont intéressées par vos personnes. Donc, à vous, vous avez 25 secondes. Bon, merci, ça va être très simple. Vous savez, le chef de l'État a choisi d'être à la 80e Assemblée générale des Nations unies. Hasard du calendrier, malheureux timing, c'est la libre interprétation de chacun. Moi, je vois ça comme une formidable opportunité, car les candidats se trouvent face à face avec le peuple gabonais, qui, à l'heure de ces élections, est leur juge. Et j'espère que pour cette fois-ci, il n'y a pas d'ingérence du magistrat suprême qui se trouve être absent. Ça veut dire quoi? Ça signifie que le peuple gabonais aura l'occasion de juger et de sanctionner ces bourreaux d'hier. Les hommes politiques qui ont géré, qui ont peut-être conduit le pays là où il en est. Et il aura donc l'occasion aussi de proclamer et d'acclamer ces nouveaux héros de demain. Donc, j'ose espérer que les électeurs du 3e arrondissement, et particulièrement du 12e siège, ainsi que l'ensemble du peuple gabonais, profiteront de cette guillotine, en parenthèse, guillotine politique que sont les élections, hein, pour crier le bon grain de livret et de mettre des bons hommes politiques à la place qu'il faut, qui ont une morale politique. Car c'est de ça dont le Gabon a besoin. C'est de ça dont nos institutions ont besoin. Merci beaucoup, docteur. Vous étiez avec le docteur Jean-Pierre Lenguma Lukila sur 26 minutes pour convaincre. À très bientôt.